Mais donc, vous voyez, en fait, le concept de Clerks 3, et donc je vais vous l'exposer après une très longue introduction sur Kevin Smith, je vais vous introduire un petit peu au concept de Clerks 3, c'est qu'en fait, ce sont les mêmes personnages, d'accord, que vous connaissez, et en fait, ce personnage-là, qui est Randall, qui est le mec avec la casquette, là, est en train, comme vous le constatez, de faire une crise cardiaque. Là. Ça, c'est évidemment tiré de la vraie histoire de Kevin Smith qui a vraiment fait un AVC il y a pas longtemps. Et du coup, ce personnage-là, qui est, en fait, ils sont deux. Vous voyez, c'est pas lui. Il y a le mec à la casquette et il y a lui qui a le téléphone qui est denté. Donc c'est eux les deux personnages principaux, quoi. Et du coup, il y en a un des deux qui a une crise cardiaque. Il est emmené à l'hôpital. Il a une espèce de prise de conscience par rapport à sa vie. Il se rend compte qu'il a rien fait de sa vie, puisque sa vie, ça a juste été être épicier. Et il travaillait dans un vidéoclub, voilà, qui maintenant est devenu d'ailleurs un truc qui vend de la weed et qui a été racheté par Jay Silent Bob, qui peuvent désormais, en 2022, vendre légalement de la weed aux États-Unis, ce qui est très drôle d'ailleurs, du coup. Voilà, mais donc du coup, il a une espèce de révélation. Il se dit, mais en fait, ma vie n'a servi à rien et j'ai rien fait d'intéressant. Et il prend la décision de faire un film, donc de réaliser un film sur ce qu'il a vécu dans sa vie. Et donc, en fait, ce qu'il a vécu dans sa vie, c'est Clerks 1 et 2. Puisque, de fait, sa vie, on l'a suivi, vu qu'on a suivi toutes ses aventures depuis 1994. Et donc, en fait, il écrit, en gros, il réalise et il tourne Clerks 1 et une partie de Clerks 2. Et du coup, ils se donnent à eux-mêmes les rôles, leurs propres rôles, en fait. Donc, c'est eux, vieux, qui rejouent le premier film. Voilà. Donc, c'est hyper méta. Et en fait, le truc, c'est que le concept, du coup... C'est un concept qui a déjà été réfléchi à la base. Ils voulaient en faire un... parce qu'il y a eu un truc qui est sorti dans les années 2000 qui s'appelle Clerks The Animated Series, qui est excellente. Voilà, c'est une très bonne série animée qui a duré malheureusement juste 6 épisodes avant de se faire cancel parce que ça rapportait pas assez d'argent. Mais c'est une très bonne série. Clerks, la série animée, c'était vraiment sympa. Et ils voulaient faire un espèce d'OAV, un espèce de long métrage d'animation qui s'appelait Clerks Sell Out. Et donc lui, il disait, voilà, c'est le truc de vendu extrême de le truc hyper méta des personnages qui réalisent le film, donc qui se remettent à la place de Kevin Smith lui-même en 1994 et qui retournent le film. Au début, c'était ce concept-là, il voulait en faire un long métrage d'animation, ce qui ne s'est pas fait à l'époque pour tout un tas de raisons et qui du coup, la série Clerks animée, vraiment, regardez-la si vous avez l'occasion, elle est vraiment très drôle. Il y a un truc pour vous donner envie, par exemple, le deuxième épisode, il est mortel. Parce que le deuxième épisode de la série animée Clerks, c'est un épisode spécial best-of. Vous savez, aux États-Unis, ils font beaucoup dans les séries des épisodes spécial best-of avec des extraits de tous les épisodes précédents. Sauf que là, c'est l'épisode 2. Du coup, c'est un épisode best-of avec que des extraits de l'épisode 1. Et d'autres extraits de l'épisode 2 que tu viens de voir. Du coup, genre à la fin de l'épisode 2, ils refont des extraits, ils te remettent des extraits de l'épisode 1, ce qui est à la fois complètement cool en termes d'économie, parce que tu as déjà des séquences que tu peux mettre dans ton truc, parce qu'en plus c'est très très drôle. C'est très très drôle, Clerks, la série animée. Avec, je crois qu'au début c'était Alan Rickman qui devait jouer, il a été remplacé par Alec Baldwin, il devait jouer Leonardo, le méchant capitaliste qui contrôle la ville. Donc regardez la série, vraiment, la série était sur Netflix fut un temps, mais je crois que c'est plus le cas. Hein. Non, mais c'est très très drôle, la série Clerks, la série animée Clerks, elle est vraiment marrante. Et du coup, voilà, donc vous allez suivre ces deux mecs-là, vieux, en train de jouer Kevin Smith, jeune, qui réalise le premier opus du troisième film que vous voyez. Donc le 3, c'est un espèce de making-of d'un faux 1. C'est un peu fou, c'est vraiment très méta, et vous savez que j'arrête pas de dire que le méta, je trouve que c'est insupportable dans les blockbusters aujourd'hui, dans tous les films, on a l'impression qu'il n'y a plus aucune émotion qui peut passer sans qu'il y ait un intermédiaire qui soit là pour te la fourrer dans la gorge à coup de nostalgie, de machin, de trucs. Mais il s'avère que là, en l'occurrence, c'est plutôt pertinent puisque toute la saga Clerks repose sur ça, puisque ce sont des personnages qui sont des fans de films et qui du coup parlent beaucoup de cinéma, etc. Donc la dimension intertextuelle du truc, elle est de toute façon ancrée dans la saga, donc c'est un reproche qui serait absurde à faire à ce film aussi, puisque ce film aussi est forcément méta comme l'étaient tous les autres, et à sa décharge, à la décharge de Kevin Smith, c'est un des premiers à avoir fait ça. C'est l'un des instigateurs justement de cette mode, on fait des références geeks dans les films. C'est un des mecs qui a créé ça, avec quelques autres, hein, mais c'est un des premiers à avoir fait ça, et par conséquent, c'est quelque chose que je peux absolument pas reprocher au film. Le truc qui est intéressant, c'est pas de le considérer dans cet angle-là, c'est de... En fait, je peux pas reprocher ça au film, mais du coup, étant donné que le contexte est différent, c'est très intéressant à regarder Clerks 3 aujourd'hui. Et par conséquent, quand bien même vous trouvez l'univers de Kevin Smith cringe, parce qu'ils passent leur temps à faire des blagues de cul, à fumer des spliffs et tout, je vous recommande quand même ce film, juste pour ça, en fait, simplement, que c'est intéressant, parce que le premier film était un pur film nerd, ultra référentiel, ultra métatextuel, et un film de petit malin, mais
c'était à une époque où ça relevait de la contre-culture. Aujourd'hui, ils refont un truc très similaire où ils poussent un peu encore plus loin le curseur de la méta, mais dans un monde où c'est devenu la norme en fait. Puisque maintenant, toutes les références au Seigneur des Anneaux, les références à Star Wars, les références aux comic books, aux super-héros et tout, c'est quelque chose qui est partout dans le cinéma tout le temps aujourd'hui. Et du coup, c'est hyper intéressant de voir ce que un des instigateurs, un des premiers, peut faire comme truc un peu original dans un monde où, en fait, ce qu'il défendait comme étant une bannière contre-culturelle à l'époque, ce qui était même presque un symbole presque de rébellion contre Hollywood dans les années 90, qui portait fièrement en étendard, est maintenant devenu la norme. Donc là où son film, à l'époque, était un truc de rebelle, désormais, c'est un truc qui est complètement, en fait, dans la norme. Et du coup, c'est intéressant, c'est très intéressant à regarder aujourd'hui Clerks 3 pour voir comment ça se positionne du coup et qu'est-ce que ça raconte sur le déluge de pop culture qui a du coup traversé le monde du divertissement audiovisuel, quoi. Donc je vais juste faire une petite pause pour remercier, on reprendra cette conversation dans une seconde. Je vais juste remercier en fait les gens qui ont sub et que j'ai pas remercié depuis tout à l'heure, à savoir... Les amis, à savoir, Whisky Gogo, je t'ai remercié. Nao Rigolo, je crois pas t'avoir remercié. Merci beaucoup à toi. Sido, 775 aussi. Merde, je crois que je t'ai remercié, Sido, je sais plus. Non, mais je crois pas, je confonds. Merci à toi encore infiniment, t'es trop mignon. C'est ton 8e mois de sub, ça fait super plaisir. Merci à toi, Bass Boost, qui me dit joyeux anniversaire, qui tombe 9 mois presque pile après la Saint-Valentin, tu vois. C'est sûrement par hasard, et qui tombe aussi le jour de mon anniversaire d'abonnement. Mais je pense que ça n'a aucun rapport. Je pense aussi que ça n'a aucun rapport, mais ça me touche beaucoup. En tout cas, merci à toi pour ta générosité et ta sympathie. Merci aussi à toi, R7, pour le Prime. Merci à Jacques O'Neill. Merci à Sbex. Merci à P-Hedge. Merci à Aldébaran Requiem, le chevalier du taureau. Merci beaucoup à toi. Putain, d'ailleurs, en parlant de taureau, j'ai vu Jackass Forever, on va en parler aussi. Merci beaucoup à toi, Berunours. Merci à toi, Maiden Voyagi. Merci à La Croûte. Merci à toi, La Croûte. Tu me dis bon anniversaire sur The Barch. Merci beaucoup à toi. Merci à Turbocer qui me dit aussi un joyeux anniversaire. Je t'embrasse très fort également. Merci à Jane Code Throne pour ton sub, tu déchires également. Merci à Amintos Wow qui me dit salut Karim, désolé, j'ai oublié de t'acheter des tulipes pour ton anniv. Donc voici des bisous virtuels à la place. Écoute, ça va. Je m'achèterai des tulipes avec les thunes que tu viens de me filer. Ça fait super plaisir. En plus, t'as pris un sub pour 6 mois, donc c'est énorme. Dans pas longtemps. On se retrouve toutes 2 fois par semaine pendant 6 mois au moins. Ça, c'est une certitude. Merci à toi. Donosaur91 aussi. Un infini merci à Dindon d'Organe 0 qui vient de faire un gentil sub offering en offrant 5 subs à Scarflox, à Benjouille, à Flouki, à Zwitchy, à Ant1. Merci aussi à toi, Davarich, pour le sub que tu viens de prendre. Merci à Bandy Studio également. Donc t'es trop mignon, Dindon d'Organe. Hein. Merci infiniment. Les gens qui offrent des subs, faut que je reste plus longtemps sur eux parce que c'est le truc le plus mignon, parce que ça vous coûte beaucoup d'argent et c'est hyper gentil pour les autres gens aussi qui du coup ont accès au truc et tout. Donc un grand merci à toi. Merci aussi à toi, Anzo88. Merci à Ellie Adams qui me dit bon anniversaire. Merci beaucoup, t'es trop mignon. Merci à Balou Malos. Merci à Banana Protocol 2 qui dit un bon anniversaire à toi, mon Karim. Merci infiniment. Merci à Bandy Studio encore, toujours, qui cette fois-ci ne prend pas un sub mais en offre un à Audriel. Voilà, merci à tous, vous êtes d'une générosité hallucinante et d'une gentillesse totale. Voilà. Non, parce que bon, peur de la séception, hélas, avec ce New Jackass, le 3D était difficilement battable, même en termes de photos. Ouais, même en termes de photos. Alors, Jackass, c'est un peu particulier encore. Je sais pas si on aura le temps vraiment d'en parler. Je me dis, ça fait 1h30. On va continuer un petit peu sur Clerks. Je vais remettre un petit peu des images à défiler. J'espère, encore une fois, ne pas me faire défoncer la gueule. Mais voilà. Donc c'est amusant. Vous voyez que là, RST VHS Vidéo, c'était l'ancien logo de cette boîte qui louait des jeux vidéo. VHS et Nintendo, pardon, qui louait des jeux vidéo et des cassettes vidéo à l'époque des vidéoclubs, évidemment. Donc ça, c'était un vidéoclub qui a été racheté du coup par Jay Silent Bob, qui en ont fait un magasin de weed, d'où THC, ce gros THC qui a été simplement collé par-dessus, parce que ce sont des gros branleurs. Vous voyez, il y a plein de spliffs et tout. Pour la culture des stoners, c'est aussi des films très importants. La chanson que vous connaissez peut-être de Afroman, Because I Got High, que je vais immédiatement d'ailleurs mettre dans le fond lors de ce stream, parce que c'est une fantastique chanson. J'ai vu je sais plus si c'était un reportage Vice, je sais plus si c'était Vice. J'ai vu un petit reportage sur Afroman d'ailleurs qui m'a fait un peu marrer, ça m'a fait marrer de retrouver Afroman et Because I Got High et tous les problèmes qu'il a traversés que je ne connaissais pas du coup et qui sont très sympathiques. Je connais pas bien Afroman, je connais juste Because I Got High en fait, qui est une chanson qui dit très simplement, qui raconte l'histoire d'un mec qui aurait pu faire plein de choses mais qui ne les a pas fait parce qu'il était foncé. Voilà. C'est tout simplement le concept de Afroman. C'est une chanson qui a été repérée par Kevin Smith et donc mis dans le film Jay et Silent Bob contre-attaque. Et donc c'est un peu la BO importante du film. Et elle avait cartonné à l'époque, notamment à la radio, jusqu'au 11 septembre, puisqu'elle est sortie donc en 2001.
Et le 11 septembre, ça a mis un arrêt total à cette chanson, puisque plus personne n'avait envie d'entendre un mec qui dit je suis pas allé à l'école parce que j'étais foncé, alors qu'il y avait un drame comme le 11 septembre qui se produisait aux États-Unis. Donc ça a brisé sa carrière en fait, et il est passé de tout à rien, Afroman, à cause de ça quoi. Voilà, c'est intéressant l'histoire d'Afroman aussi. Un jour, je vous garde l'histoire de Who Let the Dogs Out des Bahamen. Je vous la mets de côté, et je vous raconterai l'histoire de la chanson Who Let the Dogs Out des Bahamen, un de ces quatre. Ah, vous êtes encore très généreux, c'est ça qui se passe? Oui, vous êtes encore très généreux. Merci beaucoup, beaucoup à toi, du coup. Bof Smoke pour le sub, pour le Prime, tu déchires. Merci à toi, Jack Chirac. Je dis Jack Chirac parce que ça s'écrit comme si ça se prononçait Jack Chirac. Donc merci beaucoup à toi. On a besoin de toi. Reviens. Merci à Luxy69. C'est pas un truc passé sur Chirac. Chirac a fait plein de trucs pas ouf. Mais par contre, Jack Chirac, il est beaucoup plus cool. Parce que c'est un mec plus à la quinrie. Merci à toi, Luxy69, tu me dis la bise, Kamel, merci à toi, t'es trop mignon. Merci aussi à Calizier66, tu me dis bonne anniv à toi, merci beaucoup à toi, c'est ton 21e mois de sub, c'est énorme. Merci à toi, Living for Dub, tu me dis tu es un bon gars. Voilà. C'est sympa, c'est sympa, c'est vrai que je suis un bon gars. Parfois je me mâchouille les doigts tellement je suis délicieux. Ah. Même froid, il est bon, le Blue of London. C'est délicieux. Ouais, je suis un shoga, absolument. Ouais. On m'appelle shoga. Alors du coup, ce que je voulais dire, donc c'est que je disais oui que je ne sais plus ce que je disais en fait, simplement parce que j'ai fait une très longue aparté où j'ai remercié des gens. Qu'est-ce que je disais? Je disais que Kevin Smith c'était cool, mais que oui, la Zeitgeist n'est plus la même et que par conséquent toutes ces références en fait existent et que le côté enthousiasmant, rebelle de Clerks ne peut plus exister aujourd'hui. Je me suis aussi rendu compte de ça. Ce qui fait que c'est un film qui m'a aussi rendu un peu triste par rapport à ça, un peu nostalgique, la tristesse un peu conne, mais je me suis dit, putain, en fait, maintenant c'est la norme, et du coup, en fait, je devrais me réjouir de ça, parce que mais à côté, ça amène des trucs géniaux. Hein. Ça amène des trucs fantastiques où un truc comme Elden Ring est un blockbuster. Ce qui est complètement ouf et génial. C'est trop cool d'être dans un monde où Elden Ring peut être un blockbuster et que tout le monde a joué à Elden Ring et tu peux en discuter avec les gens autour de toi et tout, c'est complètement ouf, quoi. Mais quand même, c'est vrai qu'en fait, il y avait cette qualité quand en fait, c'était pas la norme et que c'était plutôt mal vu d'aimer les comic books. C'est que du coup, il y avait ce côté de mais ils comprennent pas à quel point c'est cool en fait. Mais Kevin Smith, lui, il comprend à quel point c'est cool. Mais maintenant, en fait, tout le monde comprend que c'est un peu cool. Et du coup, il y a ce côté-là. Donc, si vous voulez le voir et vous espérez ressentir la même chose que ce que vous avez ressenti pour le 1 et même pour le 2, parce que même en 2006, c'était pas complètement la même époque. Il y avait pas Marvel partout en fait, qui donc du coup fait des blagues comics tout le temps. C'était encore un autre délire. Bah, vous n'aurez pas ça en regardant Clerks 3, quoi. Il n'y a pas ce sentiment-là. Par contre, ce que vous avez à côté de ça, c'est quelqu'un qui a un rapport à la mort et qui décide de le présenter, en fait. Donc, du coup, c'est des gens de quand j'étais jeune, qui étaient les cool kids de l'époque, qui, du coup, maintenant commencent à se poser des questions de ah merde, peut-être qu'en fait, ce qu'on mangeait dans les années 90, c'était peut-être pas super bon pour notre santé, et peut-être qu'on va en crever, en fait, de cette saloperie, et peut-être qu'on s'est fait avoir, et peut-être que tout ça, c'était. Donc, il y a un peu ce côté-là dans le film, qui est pas complètement à donf dedans, parce que c'est pas en mode qu'avons-nous fait non plus, mais il y a quand même ce truc-là un peu en creux dans le fond du film, parce que en fait, le truc, c'est que globalement, ils ont l'air un peu physiquement et puis un peu fatigués, quoi, les personnages du film. Ça se voit d'ailleurs quand on voit la bande-annonce, vous voyez bien qu'ils sont plus tout jeunes, quoi. Surtout qu'ils ont tous eu des vies vraiment extrêmement chaotiques. Jason Mewes, qui est la personne qui jouait Jay, a été quand même héroïnomane, il a eu des gros problèmes de drogue, il a eu plein de soucis, ce mec-là aussi, d'alcool également, je crois. Donc c'est des gens qui ont quand même eu des vies compliquées. Et il y a quelque chose de joli à aller voir se questionner sur le fait qu'ils vont crever, quoi, qu'ils sont pas éternels et que voilà, qu'est-ce que ça veut dire en fait tout ce temps qu'on a passé à regarder, à lire des bandes dessinées et à pas s'accomplir et à pas faire ce que potentiellement on pensait qu'on aimerait faire. Clerks 2 avait un message en fait drastiquement différent à celui-ci où Clerks 2 se disait en fait est-ce que c'est pas mieux de revenir au passé? Clerks 2 était un film qui proposait un début d'évolution, qui proposait une évolution ratée. Clerks 2, c'est un film super intéressant à regarder parce que ça peut agir comme une métaphore de la carrière de Kevin Smith en fait, où il a essayé de faire des choses différentes et il s'est fait bâcher de ouf. Et il a dû revenir en faisant Clerks 2. Donc Clerks 2 contient en son sein quelque chose de super intéressant en fait, je trouve. C'est que du coup, Clerks 2, ça raconte donc ces deux personnages-là, travaillent. Je vais vous mettre l'abondance de Clerks 1 et 2 en fait en même temps. Ça peut être super intéressant aussi pour les gens qui connaissent pas et qui ont envie de découvrir cet univers. Je vous montre un petit peu des images donc toujours de la bande-annonce du premier. Mais vous voyez, en fait, le premier film se passe dans cette épicerie. C'est là que tout se construit et c'est hyper important parce que c'est là que Kevin Smith a commencé sa carrière. Donc c'est cette épicerie-là, le Quick Stop, qui existait. Je sais plus. Je crois que depuis peu, il n'existe plus. Mais il a longtemps existé dans le New Jersey. C'est dans un coin paumé du New Jersey, ce truc-là.
Mais du coup, en fait, ça avait ça. Donc, il a placé un petit peu sa vie. Et déjà, c'était des personnages branleurs qui se posent la question de est-ce qu'il n'y a pas un horizon plus désirable que de rester cloîtré dans notre épicerie à se moquer des gens, en fait. Il y avait ce côté, on est sarcastique et tout, mais au final, on a quand même des émotions parce qu'on traverse des choses dans notre vie sentimentale, etc. Et est-ce qu'on n'est pas un peu des merdes à être là, quoi. Il y avait déjà cette question-là qui se posait, qui est un truc qui a complètement envahi la pop culture jusqu'à, si vous, je sais pas, tu vois, les casseurs flotteurs, par exemple, tous les trucs à la bloquer, etc. C'est complètement des trucs qui viennent. Je sais pas s'ils les ont vus et si c'est directement une référence à ça, mais c'est évident que l'ambiance de Clerks est complètement dans le cœur du délire casseur-flotteur bloqué. C'est complètement ce genre de délire de losers sincères qui savent qu'ils sont un peu des merdes, mais qui vont en même temps se complaisent là-dedans, quoi. Donc il y a un peu ça dans le 1. Dans le 2, il y a un changement de leur vie où ils se mettent en fait à bosser. Donc ils travaillent plus dans cette épicerie, ils se mettent à bosser dans un fast-food à Mooby's, qui est un espèce de McDo, Burger King ou Wendy's. C'est un espèce de truc comme ça. Donc ils vont bosser là-dedans et en fait, je vous spoil. Oui, je vous spoil. De toute façon, je suis obligé. Parce que vous vous en doutez, vu que dans le 3, ils sont revenus, donc de toute façon, vous le savez, ce que je veux dire, vous le savez, mais à la fin du 2, en fait, du coup, la question qui se pose dans une scène qui est d'ailleurs assez touchante, où ils discutent, en fait, les deux discutent entre eux, et ils disent, mais en fait, là, ça marche pas, tu vois, ce truc de fast-food et tout, on n'est pas heureux, on essaie de faire des trucs nouveaux, mais malgré les nouveaux, il y a du nouveau, mais en fait, notre vie reste la même, notre espèce de spleen pourri reste, nos conversations restent les mêmes, donc au final, est-ce qu'on serait pas plus confort dans notre épicerie de départ. Ce qui est intéressant parce que c'est un moment où Kevin Smith avait essayé donc d'aller dans une autre direction dans son cinéma, s'était fait bâcher par les critiques et les gens, et donc était revenu à quelque chose de plus proche de ce qu'il savait faire dans Clerks 2 en fait. Donc il y a ce côté un peu désespéré dans Clerks 2 qui est très intéressant. Et ça reste une comédie débilos, etc. Et là, du coup, dans Clerks 3, il y a ce côté, mais d'accord, ok, on est resté à ce qu'on savait faire. Est-ce que c'est pas une forme de complaisance aussi? Et au final, bah, ça a donné rien. C'est-à-dire qu'on est toujours les mêmes merdes, mais sauf que là, on a 50 piges, quoi. Et là, donc, la mort est dans quelques années. Enfin, dans quelques années. Bon, je leur souhaite vraiment de vivre plus longtemps que ça. J'espère de tout mon cœur que ces gens-là seront immortels comme tous les gens du monde parce que je suis sympa. Mais je veux dire, du coup, le fait que Kevin Smith se soit vu mourir parce qu'il a lui-même fait un AVC il y a peu, parce qu'il y a cette espèce de truc de mais au final j'ai fait quoi de ma vie? Est-ce que d'accord, je suis resté dans ma zone de confort et tout, est-ce que finalement j'aurais pas pu prendre un peu plus de risques et faire ce que vraiment j'aimais? Mais le truc qui est intéressant, c'est que du coup se crée un paradoxe un peu étrange avec le fait que le vrai projet de passion de Randall, donc le personnage qui a la crise cardiaque dans Clerks 3, c'est Clerks 1. Donc il y a cette espèce de truc de serpent qui se mord la queue que j'ai pas complètement analysé parce que le film je l'ai vu il y a 2-3 jours, donc j'ai pas encore complètement réfléchi aux implications que ça avait, j'ai pas remis tous les trucs dans l'ordre pour comprendre un peu le sens des choses, mais en tout cas je sais qu'il y a quelque chose qui se cache là-dedans qui est quand même vraiment intéressant à regarder et qui au moins fait du film voilà une curiosité qui est je pense c'est regardable. Après il y a plein de gens qui ont été déçus, je sais qu'il y a plein de gens qui disent que c'est plutôt de la merde et tout. Moi j'avais sur Jay et Silent Bob Reboot, son film d'avant, pour moi, c'était quasiment regardable. Moi, franchement, Jay Silent Bob Reboot, j'ai trouvé ça horrible. Et il y a toujours dans Clerks 3 les tropes nuls de Kevin Smith. Hein. Il y a toujours le fait qu'il galère à mettre en scène des trucs pourtant simples, que du coup, il dit qu'il adore ses dialogues, etc., mais qu'il les sublime pas vraiment par la mise en scène. De fait, il y a le trope Kevin Smith un peu classique, qui fait en plus étrangement de plus en plus, qu'il faisait pas trop dans ses premiers films, mais quand même si, mais ça avait l'air d'être un parti pris esthétique. Pardon, je fais des rototopes, c'est le thé. Mais au fil de son cinéma, c'est devenu vraiment des trucs assez insupportables, notamment des séquences de dialogue mal montées, en fait, où genre juste les personnages parlent, pourquoi pas dans les purs, mais dans le fond, il y a une musique, mais quasiment de la musique au mètre, quoi, qui tourne dans le fond comme ça et sans que ce soit jamais calé avec la musique. Donc à la fois c'est quelqu'un qui va vous dire et vous faire comprendre que ce qui est important dans son cinéma, c'est les dialogues, c'est l'écriture, et ça c'est un point de vue qui est tenable en fait de la part d'un cinéaste. Tu peux dire mais moi ce qui compte c'est les dialogues, et Tarantino le dit volontiers aussi, ce qui compte c'est beaucoup les dialogues, mais en fait du coup les dialogues il faut les mettre en scène, quoi, parce que tu peux pas juste te contenter de les dire et de filmer. C'est pas parce que tes dialogues sont la substantifique moelle de ta création qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Un bon dialogue au cinéma, c'est pas juste un bon dialogue à l'écrit. Si tu fais que le lire et que tu le filmes pas, en fait, par ne pas filmer, c'est-à-dire que tu produis des images non signées sur les dialogues, c'est-à-dire juste un plan fixe et
les personnages discutent, et que t'as plus les caches-misères de l'époque qui pouvaient faire passer ça pour un espèce de parti pris esthétique, donc le noir et blanc, etc. Donc tu te retrouves juste à des trucs éclairés de façon très moyenne, cadrés de façon très moyenne et très classique, avec des personnages qui débitent du texte, et qui sont objectivement en plus des acteurs de qualité variable, parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas complètement des acteurs, qui jouent pas super bien, ou qui sont dans un espèce de surjeu pas terrible, parce que Kevin Smith peut-être les dirige pas très bien non plus. Il y a peut-être un peu de ça, quoi. Les dialogues, certes, ça peut être le cœur de ton cinéma, mais ça peut pas être le seul truc qui fait que parce que sinon ton film fonctionne pas, en fait. Donc il y a ce problème oui, il est assez incompétent en technique aussi, Smith. Il y avait une anecdote, je crois, où le directeur de la photo expliquait qu'il ne connaissait même pas les objectifs photo. J'ai raconté cette anecdote qui est sur Top Cops en début de stream, donc t'étais peut-être pas là. Effectivement, c'est avec Bruce Willis. C'est Bruce Willis qui s'hallucinait du fait qu'ils connaissent pas les optiques les focales qu'il utilisait. Et il y a aussi le fait que c'est un gros consommateur de weed, et que ce qui est cool, parce qu'il y a plein de cinéastes qui consomment, à mon avis, masse de weed. Mais par contre, du coup, apparemment, ça avait tendance, selon Bruce Willis, à l'handicaper un petit peu dans son travail. Ce qui est pas cool quand t'es censé être celui qui donne le là un peu de ton film. T'es le cinéaste, si t'es tout le temps stone et que tu galères à faire tes plans, bon bah ça la fout mal, quoi. Puis surtout, ça donne à mon avis pas envie aux gens de se bouger le cul vraiment pour ton truc. Je vais vous mettre le trailer de Clerks 2 qui est assez chouette aussi. Moi j'aime bien Clerks 2 aussi. Le 3, il y a aussi le problème des acteurs qui vieillissent, quoi. C'est vrai qu'on les voit. Moi je commençais à avoir beaucoup ce problème avec les gens des années 80-90 hein, et même les gens d'un peu avant. C'est vrai que là j'ai vu aussi alors, je vous laisse profiter un petit peu de cette bande-annonce, que c'est cool. Donc coffee pot on again, didn't I? Never before. 32 and you're flipping burgers? Is anyone else from our graduating class back there? And so many. Done so little. on me dit, Karim, as-tu vu ces Q&A An Evening with Kevin Smith? Perso, je les regarde une fois par an. Facile, je m'en lasse pas. Surtout le documentaire pour Prince. Alors oui, j'en ai parlé aussi en début de stream. Pareil, peut-être t'étais pas là, mais les Q&A, effectivement, les Evening with Kevin Smith sont merveilleux. Ce qu'il raconte sur Prince, c'est ouf. No subject is too sacred. Those Hobbit movies were boring as hell. Say what you will about Jesus, but leave the rings out of this. No moment is too personal. I think there's something going on between you two. We had sex one night after work a few weeks ago. What? Where? Here, on the prep station. Oh, that was just wrong. No dream is too big. We are gonna peep something we've been talking about since we saw Bachelor Party when we were 12. I'm disgusted and repulsed, and I can't look away. Clerks 2. One ring to rule them all. One ring to find them. Oh, jeez. Oh. C'est une référence au Silence des Agneaux. Une scène très glauque du Silence des Agneaux, mais... Il y a un autre truc assez ouf avec Kevin Smith, c'est qu'en fait, comme je vous ai dit, il est très vocal et il fait beaucoup de stand-up, etc. Et il raconte beaucoup d'histoires dans ses stand-up. Et en fait, ces histoires, parfois, il les met dans les films. Notamment, il y a toute une séquence dans Clerks 2 où il parle du fait que en fait, le Seigneur des Anneaux, parce que Kevin Smith est très fan de Star Wars, et donc il est moins fan du Seigneur des Anneaux, et ça l'a énervé quand la trilogie Seigneur des Anneaux est sortie, parce que tout le monde se mettait à dire la trilogie pour parler du Seigneur des Anneaux, et lui disait mais putain, bande d'enculés, il y a qu'une seule vraie trilogie et c'est Star Wars, parce qu'il est vraiment fan de Star Wars. Et du coup, il y a une longue conversation, il y a un sketch en fait, il y a une scène pardon de Clerks 2 dans laquelle en fait les personnages se disent mais en fait il y a un mec pareil qui est fan de Star Wars et qui entend des fans du Seigneur des Anneaux discuter entre eux et qui dit mais le Seigneur des Anneaux c'est de la merde, c'est juste des mecs qui marchent quoi, ils marchent pendant 3 films, ils marchent putain, et ils déposent un truc dans un trou et ensuite ils reviennent en marchant, ah non ils volent, voilà, ce truc là en fait, cette scène là est une scène qui a été jouée par Kevin Smith en live, mais du coup plus ou moins en impro en fait, lors d'un de ses Evening with Kevin Smith. Il a fait toute cette scène là, il l'a fait en expliquant pourquoi il préfère Star Wars au Seigneur des Anneaux. Il explique que le Seigneur des Anneaux, il considère que c'est juste des gens qui marchent et il mime la communauté de l'anneau qui marche et qui fait tomber l'anneau dans le volcan. Mais du coup, en fait, ce qui est cool, ce qui est triste presque, c'est que cette séquence, elle marche pas trop dans Clerks 2, dans le film. Par contre, quand avant ça, vu qu'il l'avait fait en vrai avant, vous pouvez voir la version qu'il fait lui-même en jouant lui-même la scène, elle est
vraiment il la rentre en fait. C'est vraiment très très drôle comme il la joue, et du coup il essaye de la rejouer, et tu sens qu'il essaye d'avoir exactement le même timing que lui-même qu'il la joue quand il la faisait sur scène, mais du coup en film, transposé à un personnage qui est Randall, qui pourtant est un bon acteur, dont le nom m'échappe tout de suite, mais c'est pas O'Halloran, non, ça c'est je sais plus son blaze. Mais du coup ce mec-là qui est plutôt un très bon acteur, et d'ailleurs qui n'a pas eu du tout eu la carrière qu'il mérite, parce qu'il a que Clerks quasiment pour lui. Il a une voix très particulière et tout. Brian O'Halloran, Jeff Anderson, non c'est Jeff Anderson, c'est Brian O'Halloran, Dante, et Jeff Anderson, c'est Randall. Mais du coup, Randall, un très bon acteur qui joue très bien, mais qui n'arrive pas à être au niveau de Kevin Smith. Et je pense que ça, c'est typiquement le genre de truc sur les réals qui demandent à tout le monde de jouer comme eux. Ça, c'est un vrai problème quand t'es pas réalisateur et que tes dialogues, justement, comme lui, il kiffe ses propres dialogues et qu'à mon avis, il se les répète beaucoup dans la tête. Il laisse, je pense, sur une scène telle que celle-ci, pas beaucoup de mou à un acteur comme Jeff Anderson. Et du coup, je pense que il lui demande de se caler sur son propre timing à lui, et ça fonctionne pas, quoi. Donc il y a plein de choses qui prouvent en fait que Kevin Smith c'est pas un très bon réalisateur, mais à côté de ça il est extrêmement sympathique, quoi. Donc c'est très dur dans le monde. C'est juste un acte manqué terrible, parce qu'effectivement j'arrête pas de penser à ce qu'aurait pu être le cinéma de Kevin Smith si il avait juste appris la technique, qui est pas si complexe que ça en fait. S'il avait passé un peu de temps à apprendre la technique et s'il s'était pas recroquevillé dans son délire de je m'en fous, j'en ai pas besoin, mon type de cinéma c'est pas celui-ci, je pense qu'il aurait vraiment il avait le potentiel pour être un grand cinéaste pop culture, au même titre que peuvent l'être des Guillermo del Toro, je pense, quoi. Genre, mais du coup, on n'en est pas là du tout. Hein. On n'est pas dans cette qualité de cinéma. Mais du coup, en fait, on n'est pas dans cette qualité de cinéma parce que il a jamais eu envie d'apprendre en fait à faire des belles images et à comprendre juste ce que c'était que de mettre en scène et tout. C'est vraiment dommage, quoi. Mais parce qu'il a des bonnes idées. Il y a plein de bonnes idées. Dogma, c'est une très bonne idée en fait. Dogma, c'est une relecture, c'est un espèce de truc qui est complètement pas anticlérical, mais qui est contre le dogme, donc un peu contre l'Église quand même un peu. C'est hyper intéressant aussi. Et tu me dis quoi, Malandreio? Tu me dis surtout que ses potes, c'est Tarantino et Rodriguez, donc il avait des potes qui auraient pu lui montrer la technique. C'est vrai qu'il fait partie de cette génération de cinéastes, quoi. C'est-à-dire que quand tu retiens les cinéastes des années 90, de cette mouvance, disons, de cinéma indépendant des années 90 sous l'égide de Miramax, mais pas que. Donc c'est-à-dire que tu as Tarantino, Soderbergh, Linklater, même Rodriguez en fait, qui est pas un grand cinéaste non plus et qui techniquement parfois est à la ramasse et qui est un branleur de ouf sur les tournages d'ailleurs, qui joue à la PlayStation et qui fait de la guitare et tout. Mais au moins, je pense que Rodriguez il sait très bien ce que c'est, quel focal il veut utiliser pour quel plan, quoi. Même s'il est pas non plus, c'est pas David Fincher, c'est pas James Cameron, c'est pas ces mecs-là non plus, c'est pas Kubrick ou Orson Welles, mais non pas Orson Welles, pardon. On s'en fout. C'est pas un cinéaste qui est technique, mais c'est quelqu'un quand même qui comprend à peu près comment fonctionnent ces outils, ce que Kevin Smith a l'air de même pas être. Donc c'est vrai que quand tu le sors un petit peu, quand tu regardes tous ces cinéastes, même les Todd Solondz, tous les cinéastes indépendants en fait des années 90, ils lui mettent une distance en termes de pure technique qui fait qu'il peut juste se reposer sur la sympathie qu'il inspire aux gens, ce qui est quand même assez dommage, quoi. Et la sympathie que ces personnages inspirent aux gens, quoi. Donc voilà. Moi je trouve que c'est pas, comment dire, c'est un film à regarder, Clerks 3, c'est pas au niveau du tout de Clerks 1 et 2, mais c'est quand même largement au-dessus, je trouve, de ses dernières productions, et surtout c'est à des années-lumière. C'est pas Yoga Hauser et c'est pas Jay Silent Bob Reboot, qui pour moi étaient plutôt des purges et que j'ai eu beaucoup de mal à regarder jusqu'au bout, alors que là j'ai quand même eu des moments un peu touchants lors de ce film-là, quoi. Voilà, merci. Alors attendez, je vais faire une petite salve de remerciements. J'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient sub entre temps. À savoir, les amis, les amours, les emmerdes. Qui a sub? Oh, mais vous êtes plein, non, à avoir sub. Donc Jack Shark, je t'avais remercié. Calisior, je t'avais remercié ou pas? Oui, je crois que je t'avais remercié. Bonne anniv à toi, tu me dis. Living for Dub aussi, je t'avais remercié. Champomy 3000, merci à toi pour ton sub. Merci aussi à toi, Humble Shell, pour le sub que tu viens d'offrir à Moutarde Bleue. Jamais goûté, mais j'aime beaucoup la moutarde, c'est dommage, il n'y en a plus. Merci à toi, Glenn Artwork aussi pour le sub. Merci à Dawad Palindrome, pardon. Merci à Prospect Pickle. Merci à Ilio, merci à Dr Bouvier-le-Duc. À l'hôpital Velpo, Dr Bouvier-le-Duc. Merci beaucoup à toi. Tu me dis bon anniversaire, Karim. Prends mon argent, tu es incroyable, t'es trop mignon. Merci beaucoup à toi pour ton argent. Tu déchires. En plus, t'as sub pour 2 mois, donc c'est adorable. Je t'embrasse très très fort. Corsa Cuite aussi, merci beaucoup à toi pour les 2 mois de sub que tu viens de prendre. Tu me dis on rencontre quelquefois son destin sur la route qu'on a pris pour l'éviter.
Donc on a des crackheads, on a des crackheads présents sur le stream. Merci beaucoup à toi, Triste Cyr aussi, pour le sub. Non, c'est sûrement une référence que j'ai pas, je suis désolé. Mais ça devait faire référence à un truc que je disais il y a 10 minutes du coup. Merci beaucoup à toi, Triste Cyr aussi, pour le 3e mois de sub. Tu me dis, joyeux anniversaire Karim, merci beaucoup. Oxygen Smoker également, merci à toi. Merci à Ambelio qui me dit joyeux anniversaire. Merci à Méline Tequila. Tu me dis quoi? Tu me dis 2 mois sur Twitch, mais 10 ans dans mon petit cœur de cinéphile. Merci Kamel de Biche de rien, Méline Tequila. Merci aussi à toi Maigret pour le Prime. Donc voilà, Karim, bonne annif, le débit de parole, je croyais que c'était juste dans Chroma et Cross. Non, je l'ai toujours dit, mais non, en fait, c'est comme ça que je parle, quoi. C'est pas du tout une façon de... Parce que les gens disent... Je vous jure, à l'époque, il y a des gens, ils m'ont dit, ouais, ils parlent vite parce qu'ils pensent que c'est à la mode de parler vite et tout. Il y a des moments, je me retenais de parler vite, justement, j'essayais de parler un peu plus lentement en me disant, bon, je vais peut-être faire comme les autres, tu vois, enfin, je vais peut-être faire différemment, du coup, j'imagine, je sais pas. Mais non, je parle juste vraiment très vite, quoi. C'est pas du tout contrôlé. Merci à toi, Benji Loulou, pour ton Prime, tu déchires. Hello Karim, je te sais fan de jeux de rythme, je te recommande vivement de te renseigner sur Mélatonine sur Steam. D'accord, je regarderai ça, je ne connais pas. Voilà. Ça fait 1h50 qu'on discute, donc étant donné qu'on va se barrer, on se quittera je pense dans moins d'une demi-heure, parce que c'était un petit stream, c'est mon anniversaire aussi, j'aimerais bien passer un peu de temps ce soir, j'aimerais bien mater un film tranquille avec ma chère et tendre. Coucou Karim, tu as vu Couleur de l'incendie de Cornillac? Je sors de la séance, c'était très cool. Non, je l'ai pas vu. J'ai vu quoi d'autre? C'est quoi les derniers films que j'ai vus? C'était Clerks 3 et Jackass Forever que j'ai vu en dernier. Qu'est-ce que j'ai maté d'autre? Morbius, je vous ai parlé de Morbius, c'était pas ouf. C'était pas ouf. C'était quand même bien, il y avait des trucs sympas. Mais il y a 2-3 trucs, c'était pas terrible. C'était de la merde, Morbius, c'était de la merde ouf. Regardez pas ça. C'était de la merde. J'ai pas vu Black Adam, parce que j'ai encore une famille, une forme de dignité qui doit me rester d'il y a bien des lunes, mais ouais, non, je me respecte trop pour ça. Et voilà, qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Non, j'ai regardé d'autres trucs, je suis sûr d'avoir regardé d'autres. J'ai pas mon portable, sinon j'aurais pris mon compte Tract pour regarder. Je sais pas ce que je... Truc sympa égale Matt Smith. Il est nul, Matt Smith, dans le film. Enfin, je suis désolé pour les fans de Matt Smith, mais il est dans le Morbius, il est nul à Yesh. Il est horrible, il est pas drôle, il en fait des caisses. Toute la séquence où il danse, là, elle est angoissante de ouf. Il y a des moments de cringe, de bâtard avec Matt Smith, qui fait le vieux, le mec malade et tout. C'était horrible. Non, mais ça, il n'y a rien à sauver dans Morbius. Donc, tu aurais pu mettre Depardieu, De Niro et qui tu veux comme acteur dedans. C'était horrible. C'était horrible. Voilà. Hop. Qu'est-ce que coucou, ça va être un peu cringe, désolé, c'est un peu parasocial, mais bon, je regarde très souvent les Chroma, les Crost, et les écoute également pour dormir. Ah ouais, tiens, je parle vite pourtant, c'est chaud. Tu as fait une grande partie de ma jeunesse et je vous aime beaucoup. Porte-toi bien et bonne année. Merci beaucoup à toi, Enol et tout, pour le sub que tu viens de me filer, c'est trop mignon. Matt Smith, le pied et le regard froid, très bonne référence, c'est très cool. Vous croyez qu'ils vont faire ça à Adidas? Ça, ce serait un partenariat cool, ça, les Matt Smith. Ils ont fait les Stan Marsh. C'est des Stan Smith à l'effigie de Stan Marsh de comment ça s'appelle de South Park. Voilà, elles ont l'air vraiment cool. Et alors attendez, moi je me suis acheté des Stan Smith Wall-E avec il y a des petits trucs de Wall-E et Eve. C'est vraiment cool. Voilà, je voulais vous mettre une autre bande-annonce, mais je réfléchissais à laquelle je vais mettre Parce que du coup, Claire, je vous ai montré, qu'est-ce que je peux vous mettre? Mallrats, Dogma, pour ceux qui n'ont pas vu, peut-être? Ouais, il y a aussi un truc avec Kevin Smith, effectivement, sur lequel je voulais revenir, c'est qu'il s'est fait distancer, quoi. C'est qu'en fait, il avait la primeur sur ses comédies geeks, un peu, et Judd Apatow lui a mis une distance. Comme héritier de John Hughes, il l'a complètement distancé, en fait, Judd Apatow, et notamment avec 40 ans toujours puceau, avec Steve Carell, quoi. C'était complètement le genre de délire... après, Judd Apatow s'est inscrit dans cette tradition-là de cinéaste geek, et le truc qui a été un peu tristou, c'est que Kevin Smith a fait un film qui s'appelle, et je vais vous le montrer, qui s'appelle Zack et Miri font un porno. Et en fait, c'est assez triste parce qu'à un moment, il s'est fait vraiment distancer par Judd Apatow et toute la génération, comme Seth Rogen, James Franco, etc., quoi. Et toute cette génération-là, du coup, l'a tracé. Et en fait, lui, son retour à la comédie à un moment, ça a été de faire littéralement un film de Judd Apatow. Il a fait ce film-là qui s'appelle Zack et Miri font un porno. Et qui est complètement un film, donc c'est réalisé par Kevin Smith, mais c'est complètement un film repompé sur du Judd Apatow, quoi. Ça, c'est très fort. Attendez, je vais baisser peut-être un peu le son. Avec en plus Seth Rogen dans le rôle principal, quoi. They shut it off. Help me get this out of my hair. Just use the water out of the toilet. There's poo in there. The back part of the toilet.
I don't think we're gonna keep a roof over our heads. Tonight is me and Miri's 10-year high school reunion. Why are you always bending over backwards for that girl, knowing she... Après, il y a un super casting. She pays half the rent. She wakes me up in the morning. Why complicate that with sex? Avec d'ailleurs Jeff Anderson qui joue le cadreur, je crois, si je ne m'abuse dans ce film. Anything I've seen? What movies? Oh, all sorts of movies with all male cast. Like Glengarry Glen Ross, like that? Like Glenn and Gary Sutton. Is that like a sequel? Dans quoi j'ai vu Justin Long We're gonna get locked out of récemment? the These are the exact circumstances people find themselves in right before they start Dans Barbare. having sex Dans for Barbare. money. What? We could make a porno. Not the idea I was looking for. Porn has gone mainstream now. Look at Paris Hilton. She's selling fragrances to tweens, and I'm pretty sure she's legally retarded. We're making a porno, and we need to know what you would be interested in doing. Ce qui est assez amusant, c'est que dans Clerks 3, ils tournent le film et à chaque fois qu'ils disent aux personnages autour d'eux qui sont en train de tourner un film, tout le monde leur demande un film porno. I'm not happy, but it's cool. It's my job as the producer to see what you got that makes you uncomfortable. I love the movies. You have a talent? It's a little something I picked up during bachelor parties. Her name Bubbles. What's that thing? It's a hand warmer. Oh. Pull over, please pull over, pull over. I don't think I've ever met the ambitious Zach Brown before. I think it looks good on you. I think it looks good on us. Action. Hi, Hi. I'm a delivery man, and I have some cream for you. This is the worst porno I've ever seen. Zach and Miri make a porno. Where's that delivery? I can't believe this. I was delivering cream, and look what's happening. Moi j'aime un peu bien Seth Rogen, mais après celui-là est pas terrible. En fait c'est pas, c'est un peu un Joe D'Apato bis quoi. C'est moins bien que tout ce que vous connaissez de Joe D'Apato, ça y ressemble de ouf. Et en fait la vibe Kevin Smith, elle vient du fait quand même, on peut le dire que c'est un cinéaste indépendant qui essaie de réaliser un film. C'est l'histoire de ça. Il essaie de faire un porno sans thune. Donc c'est ça le côté Kevin Smith du film, mais qui en fait s'efface complètement. Ça ressemble vraiment à du Joe D'Apato quand vous voyez le film. Il le dit, je crois maintenant en plus Kevin Smith. Il dit ouais, j'ai essayé de faire mon Joe D'Apato, mais je ne suis pas Joe D'Apato et donc ça marche moins bien. Salut Karim, merci de m'avoir fait découvrir le film RRR. C'était une dinguerie, super rafraîchissant. Au fait, est-ce que tu connais Bob Burnham et son projet Inside sur Netflix? Non, j'ai pas vu ça, mais alors, je suis très content que tu aies découvert RRR et que tu l'aies apprécié. Ça me fait super plaisir. Je trouve que c'est vraiment très sympathique. Voilà, donc ne regardez pas spécialement Zack et Miri font un porno. Hein. C'est pas un chef-d'œuvre non plus. Je vous conseillerais même peut-être plus Clerks 3, qui est au moins plus un film de Kevin Smith quoi, que celui-ci. Voilà, il a fait aussi donc des films. Chasing Amy, c'était intéressant quand même. C'était pas mal du tout. C'était pas mal, c'était un retour au cinéma indépendant parce qu'il voulait se lancer en fait après son premier film donc qui est Clerks, qui a coûté que dalle à produire et qui a fait un petit carton. Il a fait un film qui s'appelle Mallrats qui a coûté plus cher, c'était un film à 6 millions. 6 millions c'est un tout petit budget pour un film mais ça avait bien, c'est déjà beaucoup pour Kevin Smith. Et Mallrats a fait un bid énorme au point que c'était devenu une blague en mode il a fait Mallrats. Et c'est terrible pour un mec comme Kevin Smith qui du coup commence avec un film qui fait grave parler de lui, qui est apprécié par plein de gens, et pas que par les nerds, etc., mais aussi par une partie de l'intelligentsia quoi, du cinéma. Donc il y a ce truc-là, et malheureusement, son deuxième film est un énorme beat qui a coûté beaucoup plus cher. Donc il est passé de, ouais, c'est le new cool kid in town, à, il pue la merde en fait. En fait, il pue la merde. Et du coup, ça lui est resté pendant très longtemps de faire Mallrats. Et ensuite, après Mallrats, du coup, il a eu par nécessité, en fait, il a dû faire un film avec un budget bien moindre. Je crois qu'il est autour des $300 000 de budget, Chasing Amy, si je ne m'abuse. Et du coup, il est, lui, pour le coup, beaucoup plus, beaucoup plus touchant, émouvant et minimaliste que ce qu'il a l'habitude de faire. Et c'est un de ses films les plus touchants. Voilà, c'est un de ses films un peu les plus sincères aussi, avec Ben Affleck, comme je vous l'ai dit, dans le rôle principal. Et ces bandes annonces par contre sont hors sol. Parce que en fait je vais couper le son parce que c'est pas très important que je vous montre non plus complètement des images de tous, que vous suiviez tous ces films. Mais je veux dire c'est amusant, toutes ces bandes annonces étaient montées à peu près pareil de l'époque. Genre moi j'ai des vieilles vibes des films des frères Farrelly et tout. Frères Farrelly qui ont une carrière hyper intéressante aussi qu'on pourrait un jour discuter quoi, parce que je trouve que ça aussi ça a fait beaucoup de ma jeunesse. C'est aussi dans ce délire années 90 vulgos.
mais avec beaucoup plus une patte d'auteur. Étrangement, les frères Farrelly, ils ont réussi à, je trouve, à construire une vraie. C'est beaucoup plus des cinéastes d'ailleurs en fait que Kevin Smith quand on y pense. Et il y a beaucoup moins le côté pop culture, mais il y a quand même ce côté faire de l'humour vulgaire avec un peu de quand même de sentiments dans le fond, de sentiments humains. Comme évidemment l'exemple de tous ces gens-là. En vrai, c'est un peu John Hughes quoi, qui a réussi à relier ces deux trucs-là quoi. Voilà. Et en français, ça s'appelle Méprise multiple, Chasing Amy. Voilà. Et il y a Jason Lee, qui est un super acteur aussi. Il y a plein de, il y a des trucs sympas vraiment dans ce film, c'est plutôt cool. Mais pareil, c'est un tout petit film quoi. C'est là peut-être qu'il était le plus à l'aise en fait. C'est dans ce côté très film indé, tourné en décor naturel dans les rues du New Jersey. Parce que tout ça est très très lié aussi au New Jersey. Il y a quelque chose d'assez joli. Et d'ailleurs, à la fin. Il y a un truc, je sais pas quoi en penser en fait dans Clerks 3. Je vous spoile pas complète. Bon, comment je peux vous le dire? Parce que ça arrive vraiment à la toute fin en fait. En lieu et place d'un. Ah, merci beaucoup à toi, 7des46 pour les subs que tu offres à la communauté de Karim Debache, la plus chouette des communautés du monde. Merci à toi et bienvenue à Kenshuri TV, bienvenue à Stonehenge, bienvenue les amis. Merci beaucoup à toi. N'hésitez pas à remercier 7des46 pour les subs. En fait, il y a à la fin de Clerks 3, donc je vais pas vous spoiler, je vais vous dire ça d'une manière. Il y a en fait un texte, il y a une voix off de Kevin Smith lui-même à la toute fin, après le générique de fin en fait, à la toute fin du générique de fin, il y a juste Kevin Smith qui parle, qui vous parle en fait, qui dit bonjour, je suis Kevin Smith et je vais ajouter un mot sur ce que vous venez de voir et tout quoi. Il y a ce truc-là qui se passe. Qui, à ma connaissance, est quand même relativement assez rare quoi. J'ai pas beaucoup d'exemples, d'occurrences de réalisateurs qui prend la parole pour te dire 2-3 informations complémentaires quoi, sur merci beaucoup à toi Angers Russu pour le Prime, merci aussi à toi Ticker9 ou Ticker9, je sais pas, je te le prononce à un carré, mais merci beaucoup à toi pour le Prime, vous déchirez de ouf. Je vais mettre des petits extraits de la série animée Clerks aussi, tiens, ça peut être intéressant ça. Et donc il dit des trucs, ce qui est un peu en mode tire-larme, mais en même temps je me dis que ce truc-là, qui est tu repousses le méta très loin, parce que t'as carrément le réalisateur qui vient pour en plus te dire un truc un peu émouvant, quoi, un peu touchant, quoi. Mais j'ai été un peu touché par ce qu'il a dit, quoi. Et je vous laisse la surprise si vous voulez découvrir ça, parce que c'est à la toute fin. Je ne peux pas vous dire ce qu'il dit, mais il dit un truc sur son expérience de tournage, sur tout ça, quoi. Et du coup, c'est assez joli, je trouve, quand tu es fan de Kevin Smith, de l'entendre dire ce qu'il dit. C'est un petit hommage qui passe en fait à tous les gens avec qui il a travaillé aussi. Et c'est assez mignon. C'est assez mignon, je trouve. Voilà, c'est plutôt sympa. Mais je sais pas complètement, c'est quand même tire-larme ça. Ça devrait pas influer sur mon appréciation du film, pour être tout à fait honnête, mais en même temps, c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu touchant, quoi. Voilà, merci à toi le Lapin de 3 qui comme d'habitude est une surprise mais de plaisir. On a envie de t'ouvrir le Lapin de 3, on a envie de t'ouvrir. T'es une vraie pignata d'amour mon petit Lapin de 3 et tu me dis Happy B-Day. Merci beaucoup à toi et j'adore qu'il est beau le B-Day. Merci beaucoup à toi, ça fait super plaisir. Chasing Amy, Dogma c'est cool aussi, ouais. Dogma carrément ça vaut le coup. Mais donc voilà, c'est ce style là l'animation qui je trouve en plus est très correct et très dans le ton de ce qui se faisait en animation à cette époque là dans les années 2000 avec cette espèce de liseré, j'ai envie de dire c'est le shading mais pas assez en 2D donc ça n'a pas de sens ce que je dis, mais c'est juste il y a un gros liseré quoi, il y a un gros trait autour des personnages qui je trouvais cool. Là, ça me fait dire que j'ai des figurines de ces personnages parce qu'il y a Kevin Smith et un mec qui a vendu tout ce qu'il pouvait. Et c'est assez amusant parce qu'on parlait justement avec Gilles la dernière fois quand on jouait à je ne sais plus quel jeu on jouait à quoi. On jouait à Overwatch. Quand on jouait à Overwatch, on se disait justement cette idée de verse, c'est-à-dire d'univers étendu de cinéma avec plusieurs films qui se déroulent dans le même univers et qui se répondent les uns les autres. Et en fait, Kevin Smith est un précurseur de ça, du fait, et c'est évident que c'est conscient, du fait qu'il est fan de comics. Et par conséquent, cette écriture-là, en transformant littéralement ces personnages, même dans certains films, en super-héros, Bluntman and Chronic, pour ceux qui connaissent, sont les deux super-héros interprétés par J. Silent Bob. Donc, comme il s'inspire de la façon d'écrire des comics pour faire des films avec des personnages récurrents que tu retrouves film après film, et un film va être le film principal de tel perso, etc., etc. Ce genre de truc, en fait. Il faisait ça avant Marvel, et en assumant en plus un amour sincère pour les comics, et en plus il faisait ça en mode en mode multiplateforme, cross-média, c'est ça, ce mot de com horrible, mais en mode cross-média, qui est du coup en fait il y a des bandes dessinées, il y a une série d'animation déjà, vous le voyez par exemple, il y a des bandes dessinées en fait qui font des jonctions entre des films. Je l'ai pas ici parce que c'est resté, je pense
je sais pas où c'est, mais je l'ai pas ici. Mais il y a une BD par exemple qui s'appelle Chasing Dogma, qui fait la jonction entre le film Chasing Amy et Dogma, qui se passe l'un après l'autre, mais du coup le début de Chasing Dogma, c'est une bande dessinée où le début de la bande dessinée c'est la fin de Chasing Amy et la fin de la bande dessinée c'est le début de Dogma. Donc il avait déjà cette espèce d'univers étendu à la Jean-Luc Azoulay. On va pas se mentir, le premier, le padré de tout ça, c'est quand même Jean-Luc Azoulay. Merci beaucoup à toi Dinaer pour ton 5e mois d'abonnement, tu déchires. Mais ouais, et Star Wars bien sûr, je suis con. Medius 2 tu me le dis, mais oui, complètement. Il y a complètement du Star Wars à donf, quoi. Mais ouais, donc il y a complètement ce bail d'univers étendu déjà qui est présent. Non, pas Jean-Luc Azoulay. La Bible, c'est un peu l'œuvre originelle transmédia, non ? C'est une vraie question. C'est quoi ? On va se poser ces questions-là dans une émission beaucoup plus sérieuse que celle qu'on est en train de faire ce soir. Merci beaucoup à toi, Gouar Lara, pour les 100 bits que tu viens de me filer et tu me dis joyeux anniversaire. À toi, profite bien. Merci beaucoup à toi. C'est très généreux et très sympathique. Je t'embrasse très, très fort. Jean-Luc Cassoulet. N'importe quoi. Voilà, est-ce que vous avez des questions, des trucs sur cet univers-là, sur les années 90, sur cette période un peu curieuse quand même des années 90 où les balbutiements de la culture moderne étaient en gestation et c'est vraiment très étrange de se replonger dans cet univers-là en 2022, maintenant qu'il est très compliqué de voir un film de divertissement au cinéma sans que Star Wars soit directement cité et que plus personne ne s'en émeuve ou ne s'en étonne. C'est vraiment assez spectaculaire en fait et ça me fait prendre un vertigineux recul sur l'existence de ces années-là et de ce que nous on pensait comme étant un truc cool et que maintenant tout le monde a admis que c'était cool, mais en même temps ils l'ont pris et ils l'ont transformé en un truc peut-être un peu moins cool. Moi, il y a des questions que je me pose sincèrement sur mon rapport à la pop culture d'aujourd'hui. Ça va être sur ça qu'on va conclure du coup, parce que c'est ça un peu dont je voulais parler finalement au travers de Clerks 3 et du fait que c'est mon anniversaire et du fait qu'on devait jouer à Tony Hawk et parler de Jackass, mais en fait on n'a pas pu parce que voilà, j'ai pas le temps, parce que je m'écoute parler, c'est fou à quel point le nombre de mots que je dis putain par stream. Vous en avez pour votre argent putain. Prenez le débit de parole de n'importe quel autre streamer et mettez mes mots dessus, ça fait qu'un stream à moi, ça tient 5 streams de n'importe qui d'autre. Voilà, je parle beaucoup. Hein. Mais du coup, en fait, le but de tout ça, c'était parler aussi de mon rapport à la pop culture au travers du personnage de Kevin Smith, qui est un peu une figure de proue de cette culture-là, qui à l'époque donc avait à cœur de transmettre, de partager des passions considérées comme presque sales par à peu près tout le reste de la société. C'est intéressant de voir que c'est maintenant absolument l'inverse, quoi. Et du coup, qu'est-ce que ça a apporté et à quel degré, en fait, est-ce qu'ils ont cassé le jouet, en fait ? À quel degré est-ce que les films Marvel et Star Wars ont un peu cassé le jouet qu'on avait à l'époque ? Et est-ce que cette vision des fandoms a encore du sens aujourd'hui ? Parce que, en fait, le problème... ce que je me pose, c'est est-ce que mon regard n'était pas biaisé du fait que les fans de pop culture étaient peu considérés par l'industrie hollywoodienne ou l'industrie du cinéma dans les années 90. On le voit très bien par rapport aux adaptations qui sont faites, quoi. C'est-à-dire que c'est un truc... moi, quand on me parle de films de super-héros, on me dit « Ouais, les Marvel... » Parce que je dis beaucoup de mal de Marvel en ce moment, mais très souvent, quand je suis dans des conversations avec des gens qui n'aiment pas Marvel vraiment, je passe pour le mec qui aime Marvel, en fait. C'est contextuel, mais c'est je discute avec Stéphane Moïsakis, que je salue d'ailleurs, je sais pas ce qu'il fait en ce moment, présentateur de Capture Mag, ou avec Julien Dupuis, les gens de Capture Mag par exemple, qui vraiment n'aiment pas Marvel, n'aiment pas le cinéma, quand je dis n'aiment pas Marvel, ils adorent les BD, ils n'aiment pas le MCU, n'aiment pas le MCU quoi, et je discute avec eux, je suis le seul dans ces conversations-là à défendre Marvel et à dire mais non mais c'est quand même cool, parce qu'il y a quand même des bons films, et je le pense, il y a vraiment quand même des bons films. Mais globalement, je sais, en fait, je sais pas. À l'époque, est-ce que ça me plaisait ? En fait, la question que je me pose et qui est un peu au cœur de ça, c'est est-ce qu'à l'époque, ça me plaisait parce que c'était de la contre-culture ? Vous captez ce que je veux dire ? Est-ce qu'à l'époque, en fait, ce que j'aimais bien, c'est justement le fait que ça n'appartenait pas à l'establishment et que du coup, c'était ça le truc de la liberté un peu, quoi. Parce que du coup... Et maintenant, ces gens-là qui font ça sont devenus la norme. Alors, ils ont laissé Kevin Smith sur le carreau puisqu'il n'a pas su faire sa conversion. Parce qu'en vrai de vrai, Kevin Smith, dans un monde normal où il aurait juste appris une liste de focales, aujourd'hui, il pouvait réaliser des Marvel, quoi. C'était pas inenvisageable d'imaginer Kevin Smith à la tête d'un film comme, je sais pas, Captain Marvel ou un truc comme ça, sur les années 90. C'est un acte manqué terrible de pas le voir. Et est-ce que
en fait, est-ce que du coup tout ce qui arrivait à l'époque et qui était peut-être pas foufou, en fait, me plaisait aussi parce que ça s'inscrivait dans une espèce de rhétorique anti-establishment. Est-ce qu'il y avait ce côté, on a compris qu'il y avait quelque chose de cool dans la pop culture, dans les comic books, dans les jeux vidéo. Ce n'est visiblement pas compris par la génération précédente qui traite ça vraiment, pour le coup, à l'époque, vraiment par-dessus la jambe. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des trucs, nous, à l'époque, les films de super-héros, c'était Spawn, c'était Steel, c'était des trucs des enfers de la mort, quoi. Les adaptations de jeux vidéo ressemblaient pas du tout aux jeux vidéo, j'en ai parlé dans Cross, quoi, mais c'était vraiment des trucs où tu disais, mais ça a rien à voir avec ce que j'aime, quoi. Et est-ce que, à quel degré, en fait, ça... Ah oui, putain, il y a ça qui est dispo sur YouTube, faut que je vous montre, ça c'est fou. C'est un truc un peu underground, ça. Dans 2 secondes, je vous le montre. Et voilà, et à quel degré en fait c'était vraiment bien ou c'était parce qu'aujourd'hui en fait ça m'horripile de voir des personnages cités ad nauseam Star Wars et je sais pas quel truc de mon passé, de voir des séries entières qui se construisent sur juste des gimmicks nostalgiques complètement futiles et artificiels, des moments où tu peux pas allumer la télé sans avoir quelqu'un qui te fait hey it's a trap, tu l'as. C'est insupportable, je trouve. Et ce serait pas insupportable si c'était que dans les films de Kevin Smith ou que dans des films où ça a vraiment du sens et où ça représente quelque chose pour les personnages, quoi. C'est juste insupportable aujourd'hui de voir tout ça. Et j'ai l'impression, est-ce que les scénaristes du coup des Marvel d'aujourd'hui sont pas des gens qui ont grandi avec Kevin Smith en se disant putain, ce mec-là il est vachement cool, il faudrait que son point de vue, voilà. Et il y a le rapport au fandom aussi. À l'époque, est-ce que ça plaisait parce que justement c'était anti-establishment, mais c'était pour les fans. C'est-à-dire que les fans de Star Wars pouvaient se retrouver en regardant Clerks parce qu'ils disaient putain, mais ce qu'il dit sur l'étoile noire, c'est bien pensé, c'est malin, c'est drôle et c'est subtil et en même temps c'est un vrai truc d'incohérence dans un énorme film de pop culture qui est très amusant à décortiquer. Donc tu te retrouvais à la fois dans ces personnages, en même temps tu disais et là tu disais il veut faire plaisir aux fans. Maintenant, je trouve ça insupportable en fait de regarder des films qui veulent juste faire plaisir aux fans. C'était pas ça en fait. Je pense qu'il y a quelque chose qui a été peut-être occulté, mais peut-être que tout ça vient de moi. Hein. Je veux bien croire tout à fait que ça vient de mon regard qui a été modifié, qui a changé avec le temps, c'est possible. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un délire en fait où ils ont pas compris le fond du truc. C'est que Kevin Smith en fait, quand il fait Clerks 1, il se pose vraiment des questions sur le sens de sa vie, quoi. C'est pas juste une espèce de jouissance stérile au travers des objets de pop culture de hey, regarde, c'est cool. Je suis habillé, t'as vu, j'ai la même veste que Marty McFly. C'était pas ça en fait. C'était beaucoup plus intéressant parce que c'était vraiment un mec qui se disait en fait on est une génération où on n'a pas grand chose à raconter, quoi. C'est quoi mon enfance à part des trucs un peu sordides du New Jersey avec le cancer tu vois, leur quotidien c'est le cancer de son père, enfin, tu vois, c'est des trucs très réels en fait, très de la vraie vie, quoi. Et il y a une dimension très très sociale en fait au cinéma de Kevin Smith que lui développe pas spécialement dans le film mais qui est ancré dans le film parce que simplement il filme des gens qu'il connaît et qui par conséquent existent à l'époque où il les filme, et c'est un témoignage vraiment sans filtre quoi de ce que c'était que d'aimer la pop culture, donc de pas imaginer déjà pouvoir faire de l'argent avec ça. C'est-à-dire qu'à part être, c'est-à-dire que le pinacle de la réussite sociale pour ces gens-là, et pour moi aussi à l'époque, c'était genre de bosser dans un vidéoclub. Moi à l'époque, tu m'aurais dit ouais, tu bosses dans un vidéoclub, j'aurais fait putain cool, un vidéoclub, je vais voir Matt passer, parce que je séchais les cours pour aller dans des vidéoclubs, je séchais les cours pour aller dans des magasins de jeux vidéo. Donc le truc, et ça me paraissait fou d'imaginer qu'il y ait des gens qui étaient critiques de jeux vidéo qui pouvaient gagner leur vie en écrivant des tests ou des trucs comme ça, quoi. C'était complètement ouf, et c'était... Alors maintenant, on peut dire que j'ai réussi complètement mon truc, je vis complètement de mes passions, sur l'audiovisuel, donc c'est cool pour moi, machin là, mais je veux dire, est-ce que... Je sais pas, est-ce qu'on s'est fourvoyé dans ce truc-là? Est-ce que, en fait, les fandoms... Parce que ce truc-là, pour moi, c'était vraiment au cœur, et j'ai pas l'impression que les gens, quand ils font toutes ces œuvres ultra référencées, tous les David Gordon Green qui reprennent à la lettre des films d'horreur de l'époque, tous ces gens qui vont faire des remakes, des sequels, des requels, des je ne sais plus quoi, machin, etc., je pense qu'ils comprennent pas le truc de fond qu'il y avait dans Clerks. Et qu'il y a un peu dans Clerks 3, et c'est pour ça que j'aime bien Clerks 3, même s'il y a des trucs qui font peine à voir parce que ça a vieilli et que c'est beaucoup moins bien qu'avant, il y a quand même des trucs que je trouve sympa dans Clerks 3, c'est qu'en fait, c'est avant tout l'œuvre de quelqu'un qui se prend du recul sur ce qu'il est et qui essaye de proposer une réflexion qui n'est pas que morale, qui est aussi existentielle sur la façon qu'il a de vivre sa vie. C'est-à-dire, oui, d'accord, j'ai vu tous les Star Wars, je les connais par cœur, j'ai lu tous les BD, tous les trucs de l'univers étendu, et est-ce que ça fait de moi quelqu'un de bien? Est-ce que ça fait de moi déjà quelqu'un d'intéressant? Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de meilleur? Et en fait, je suis pas sûr, mais en même temps, c'est quand même un peu confortable. Il y a une espèce de, si vous voulez, une torpeur en fait, dans laquelle sont plongés les personnages, cette espèce de boucle sans fin de leur existence, où leur vie, c'est juste
aller travailler le matin, une espèce de truc un peu où ils savent qu'ils vivront jamais de grandes histoires et où leur quotidien est rempli d'un imaginaire en fait, avec des mecs qui portent des collants et qui crachent des boules de flammes de leur truc et qui vont plus vite que l'éclair et qui sauvent des gens et qui sont des héros, etc. Et eux, leur vie, c'est quoi à côté de ça? C'est juste regarder ça, s'abreuver de ça et vendre des chewing-gums et des paquets de clopes quoi, dans une épicerie quoi. Et du coup, il y a ça qui est dans le cinéma de Kevin Smith et que je trouve hyper beau en fait dans le fond. Et je pense que c'est l'absence de ce truc-là qui fait que j'ai un tel ressentiment envers le cinéma actuel, le cinéma populaire en tout cas actuel, qui a juste gratter l'apparat de ce milieu-là pour en proposer des versions un peu body snatcherisées, un peu sans âme du truc, quoi. Et du coup, c'est peut-être ça qui fait que je me reconnais beaucoup moins dans les personnages nerds d'aujourd'hui que dans ceux d'hier. C'est parce que toute la dimension, c'est devenu juste vraiment, on reprend les gimmicks du truc et il n'y a pas le fond de la pensée. J'ai l'impression qu'en fait, la pop culture de grande consommation, hein, je parle pas des petits films, je parle vraiment des gros films. Malgré ce que ça peut donner comme impression, c'est-à-dire on peut avoir l'impression en fait que les nerds ont gagné et que du coup ils ont le cinéma qu'ils demandaient d'avoir à l'époque, mais en fait je pense pas que ce soit le cas. Je pense que les studios ont gagné parce que justement ils ont pris l'apparat de ça, le vernis du truc, et ils ont réussi à le régurgiter et à en faire un produit de masse, de consommation de masse. Et je comprends l'ironie de ce que je suis en train de dire parce que je parle de comics et de trucs comme ça qui sont de l'art populaire, de cinéma d'exploitation, donc c'est aussi la consommation de masse, mais elle était vraiment accompagnée à l'époque, Kevin Smith en est un d'un vrai questionnement existentiel un peu de gens en souffrance, quoi. Et ça, c'était intéressant. Et vous voyez, c'est un peu le post-grunge par rapport au grunge. Vous voyez le délire? C'est Nickelback, quand tu compares Nickelback à Nirvana. Il y a ce truc-là un peu. Merci à toi, Mephisto Mods, pour le sub. Je reprends les subs qui me dit bonne année vieux. Merci beaucoup, mais m'appelle pas vieux, ça va, j'ai que 36 piges. Je suis le genou de la boîte dans laquelle je travaille. Je le répète quand même, je suis le petit jeune. Voilà, je vais descendre les trucs pour voir si d'autres gens ont sub. Oui, d'autres gens ont sub. Squanchiette a pris un sub de niveau 1 et tu es adorable, je t'embrasse très très fort. Merci infiniment à toi. Qui d'autre? C'est tout, c'est cool. Ah, non, il y a aussi Vinux37 qui a pris un sub. Tu me dis bonjour Karim. Alors comme ça, c'est ton anniversaire. Genre vraiment, eh bien joyeux anniversaire Karim. Merci beaucoup à toi. Vinux37, effectivement, c'est mon anniv. Je rappelle, j'ai eu un super cadeau qui est une Atari 2600 en Lego que je vais peut-être faire avec vous. Bon anniversaire, me dit Scrunchette, encore une fois. Gros merci à toi encore. Merci pour ton sub et je t'embrasse très très fort. C'est très gentil. Karim, tu vieillis Karim, je pense que c'en est une preuve, même si ton analyse est très fine et peu engageante sur ce qu'est l'industrie actuellement. Mais alors je suis conscient du fait que j'ai plus le même regard que j'ai à 20 ans. Je suis tout à fait conscient de ça, et de plus en plus, mais j'essaie de le prendre en considération à chaque fois que je vois un film récent que j'aime pas, la première question que je me pose, c'est oui, mais d'accord, mais peut-être j'ai vieilli, et peut-être c'est dessiné du coup, qu'est-ce que j'en aurais pensé quand j'étais jeune et tout. Et en fait, il s'avère que, pour être tout à fait honnête, le run Marvel, j'aurais été très heureux en premier lieu, parce que je me dis, putain, c'est exactement les images de façon esthétique que je voulais voir, mais je pense qu'à terme, j'en aurais eu à peu près la même opinion qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que quand bien même, je suis toujours, enfin, je vieillis, mais je regarde toujours des trucs, j'écoute du rap actuel, hein, j'écoute le rap qui sort, il n'y a pas de problème, c'est pas que, c'est juste, et puis les films, pareil, là, je parle vraiment du cinéma de grand divertissement, quoi. Mais sinon, on peut se retrouver, et les jeux vidéo, genre les blockbusters de jeux vidéo qui sortent aujourd'hui, moi, je les trouve hyper cool. J'ai aucun problème. Elden Ring, c'est un chef-d'œuvre. C'est un des plus grands jeux de l'histoire du jeu vidéo. C'est un chef-d'œuvre immense. On est dans un monde où il y a eu Breath of the Wild. C'est pas un truc de vieux, tu vois. C'est mortel, Breath of the Wild. C'est un chef-d'œuvre de ouf, quoi. Il y a des jeux qui sortent tous les jours et des AAA que je trouve mortels. J'ai pas aimé Cyberpunk, mais il y a des trucs, franchement, que je trouve mais brillants de ouf, quoi. Donc c'est pas la pop culture, c'est le cinéma actuel à grand public. Enfin, pour le grand public, quoi. Merci à toi, Monsieur Tokai, pardon, pour le Prime. Tu te déchires, tu es trop mignon. Merci aussi à toi, Kathleen Doxon, pour ton Prime. Merci à Riful. Il me dit joyeux anniversaire au meilleur Karim de Bâche du monde. Merci beaucoup à toi. Tu es trop mignon. Je descends. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Je suis désolé encore une fois si je vous ai oublié. Merci à toi, Irish Ship TV. Mais attendez, j'ai pas besoin de descendre. Je peux aller là. Merci à toi, Irish Ship TV, pour le sub. Tu déchires. Merci aussi à toi, R7, parce que non seulement tu prends des subs, mais tu en offres aussi. Tu es extrêmement généreux. Merci beaucoup à toi et merci pour les 5 subs que tu as offert à Chazarius, à Belgian Fred, à Cuistre Roi, à Dark Enel,
Pardon, et à Irigo. Bienvenue à vous les amis et merci infiniment à toi R7, c'est trop mignon. Merci aussi à toi 3 cactus pour les 3 mois de sub. Tu me dis 3 mois, youhou. J'espère que t'as la forme, Karine, des bisous. Et franchement, aujourd'hui, ça va hyper bien. Je suis super content que ce soit mon anniversaire. J'ai passé une excellente journée. Ma copine m'a offert ça. J'ai mangé un délicieux gâteau et il en reste, donc je vais en bouffer. Je suis refait. Je suis de très bonne humeur aujourd'hui. C'est trop cool. J'ai vu Jackass Forever, ce qui m'a amusé. J'en ai pas parlé, mais ça m'a quand même amusé, même si bon, c'est l'ombre de ce que c'était avant aussi, Jackass. Mais voilà. Alors attendez, je vous lis un petit peu. Il y a juste un truc que je voudrais vous montrer après. Mais merci à toi, Famacito Bog, pour le Prime aussi, tu déchires. Il y a juste un truc que je vais vous montrer après, mais en attendant, je vais juste lire un petit peu ce que vous me dites. Funky Fresh, tu me dis salut Karim, que penses-tu de la dernière saison de Stranger Things? Vu qu'on parlait de Nord, je ne l'ai pas vu. Je n'ai même pas vu la 3. J'ai vu les 2 premières. Et c'est pas mal, mais c'est pareil, c'est trop. Là, c'est trop référentiel. Là, pour le coup, dans Stranger Things, il y a vraiment des scènes où ils sont en mode. La casquette de Marty, les gars. Et franchement, il y a des trucs sympas hein. Dans les 2 premières saisons, en tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait des trucs vraiment sympas en termes de mise en scène. C'est hyper beau aussi. Pour une série, c'est super beau, c'est bien filmé et tout. La lumière est superbe et tout. Mais il y a des trucs, moi, c'est pas possible, quoi. Il y a des trucs en termes de référentiel, je fais non, ça va. Moi aussi, j'ai vu Star Wars. Ah, ce truc où on sait, tout le monde a vu Star Wars. On sait qui est Luke Skywalker. Il y a des trucs même dans la méta. Moi, il y a des trucs dans Stranger Things. Est-ce que le fait, c'est ça, on en parlait, je crois, avec Gilles il y a pas longtemps. C'est le fait qu'il joue à Donjons et Dragons. Non, c'était avec Fred que je discutais de ça. Mais le fait qu'il joue à Donjons et Dragons, c'est une référence à Donjons et Dragons parce que les gens aiment bien. Ou à E.T. quoi. Il y a des trucs où t'as l'impression qu'ils font référence à des trucs, qui font référence à des trucs, qui font référence à des machins et tout. C'est un truc de ouf quoi. Moi, il y a des trucs d'évidence, tu vois, où tu fais, mais oui, mais. Tu vois, c'est effectivement, je sais qu'il y a un film qui est sorti dans les années 80 qui s'appelle Retour vers le futur, tu sais, et je sais comment sont habillés les gens dedans, je les ai vus, quoi. Et je pense qu'en fait, il s'adresse pas à moi, je pense qu'il s'adresse vraiment aux gens, aux jeunes, j'imagine, et il leur offre une vision un petit peu pas caricaturale, mais un petit peu stéréotypée, quoi, de ce qu'étaient les années 80, je pense, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, tu fais, mais attends. T'as une histoire à raconter, là, t'es en train de perdre ton temps à m'enchaîner les trucs de référentiel. Et en plus, ça fait pas vraiment partie de l'ADN du truc, parce que du coup, tu peux faire un truc pareil, un petit peu Stephen Kingien, machin, etc. T'es pas obligé d'empiler tous les trucs référentiels des années 80 pour qu'on comprenne. Je trouve que Midnight Mass, par exemple, c'est une série qui est beaucoup plus Stephen King, sans... Il y a des références de ouf dans Midnight Mass, mais c'est beaucoup moins appuyé que le truc, quoi. Mais même, moi, je veux dire, Stranger Things, je préfère Super 8, en fait. Parce que dans Super 8... C'est contemporain, si je ne m'abuse. Je crois que ça se passe pas dans les années 80, je crois, Super 8, si je me trompe pas. Ça se passe pas dans les années 80, je sais plus. Mais je trouve que Super 8, il passe moins de temps à te faire même, tu vois, les références, elles sont dans ce qui constitue le fond de Super 8, c'est-à-dire le rapport au monstre, en fait. C'est le rapport qu'a l'enfant et un rapport d'enfant à ses parents par rapport au monstre. Ça, c'est le truc qui reprennent complètement d'E.T., qui est un truc qui vient directement de là, qu'ils ont hérité du truc, et qu'ils assument complètement d'ailleurs comme une référence. Bon, mais ça, c'est des trucs qui construisent un peu l'univers. Il y a visuellement des trucs esthétiques, mais il n'y a pas les personnages qui sont tout le temps en train de jouer. Putain, tu sais, il y a un nouveau jeu vidéo qui s'appelle Defender. Il faut qu'on joue à Defender, mec. Waouh! Tu connais Space Invaders? Et ils mettent la radio, et tu sais, c'est genre, c'est Phil Collins. Enfin, je sais pas, tu vois, il y a un côté très genre les années 80 pour les nuls en fait dans Stranger Things. Et à côté de ça, c'est une jolie série dans la façon dont elle est agencée, dans l'histoire que ça raconte. Il y a des trucs sympas et tout, je trouve ça cool. Mais moi, j'ai été un peu rebuté, en tout cas dans les 2 premières saisons, par le côté ultra référentiel où il y a un moment, t'as l'impression que... Et puis c'est même pas des trucs un peu fins. Tu vois. Moi, c'est trop référence années 80. Ils auraient dû varier, ils auraient dû faire des références à Nosferatu, à des trucs un peu plus vieux, je sais pas. Mais ouais, bon bref. Merci à toi en tout cas, G-Man FR, tu déchires. Merci à toi pour ton Prime. Tu connais Huey Lewis and the News? Exactement, ouais. Un petit truc et tout. Genre, il pourrait 79 Super 8, mais souviens-toi, Monster Squad. J'aime bien Monster Squad. Je le trouve sympa, quoi. Je trouvais ça hyper chouette. Mais ouais, mais du coup, les Goonies, c'est les Goonies. Et j'aimerais bien qu'on me laisse les Goonies tranquilles et qu'on essaie de construire d'autres univers. Alors, le truc que je voulais vous montrer qui me fait rire parce que je vois que c'est là, c'est Clerks, The TV Show Pilot. Et effectivement, ils ont fait un pilote d'une série télé Clerks à l'époque, qui du coup je crois n'a jamais vu le jour. Alors ça c'est hyper, je savais pas que c'était sur YouTube, c'est hyper collector quoi. Mais du coup il y a une série Clerks qui est sortie dans les années 90-95, juste en fait un peu après la sortie du film. Ça dure 22 minutes, je suis désolé on va pas pouvoir le regarder en entier. Si ça vous intéresse on pourra se faire un regardage de ça. J'imagine que les droits sont perdus dans les abysses, le truc est jamais sorti donc on sait jamais, maintenant je ne m'étonne de rien mais ouah, c'est fort.
These are some really great items, Sandra. Thank you. You're welcome. Hey, Sandra, explain something. You seem to be very health conscious, yet every day you nuke yourself in order to attain an unnatural tan. You're one of those people who thinks that tanning causes cancer, right? Oh, you mean one of those smart people? So, what does cause cancer, Sandra? Lotion. Think about it. Everyone who tans uses lotion. You're serious. It could be true, Dante. Leave the poor goddess alone. Ah, c'est horrible. Oh, Todd, come on. Give me C'est a horrible. break. Lotion? There's nothing in this stuff that... Merci à toi, Catin de Babylone, pour ta rédemption et ton 14e mois d'abonnement. I'm melting! I'm melting! I'm melting. You're weird. He's going in! He's going for the big one! It's open! It's open! He's seen one! He's got it! Stop! It's unbelievable! Hey, do you guys ever think about spending more time in your own stores? Dante, customers need us. They know where to find us. Really? Hey, is the ice cream guy in here? Haven't seen him. Another one. There he goes! He's going for another pressure! He's wide open! He's wide open! Bon, c'est très mauvais. Je vais couper. Je suis désolé de vous avoir infligé ça pendant quelques secondes. On va voir un petit peu. Je vais zapper vite fait dedans. Beef bourguignon. Isn't this great? Dinner and a movie. Huh. Yeah. I don't know how you top off a night like this. Oh, wait. Sex in a car. You're in luck. Ouais, c'est terrible. Et c'est ce que ce Clerks aurait pu ressembler à ça avec justement un mec des studios qui réalise un truc à gros budget à l'époque. C'est horrible. C'est horrible. Bah, là pour le coup c'est de la sitcom. Donc ça n'a pas existé en fait. C'est juste ils ont fait un pilote et c'est tombé à l'eau. C'est assez amusant. Pas pour plusieurs raisons. Parce que je vais me remettre en gros. Yeah. Parce que en fait, donc il y a Clerks, la série télé finalement, et comme le grand référent de l'histoire de Kevin Smith, c'est quand même John Hughes, qui est une des personnes qui a le plus démocratisé ce type de comédie, c'est-à-dire un peu bas du front, mais quand même assez touchant et assez joli au final. C'est quand même John Hughes qui est un peu l'instigateur du truc. Ce qui est intéressant, c'est que plusieurs séries de John Hughes ont été adaptées au cinéma. La première, évidemment, que je pense tout le monde connaît, c'est Une créature de rêve qui a été adaptée dans une série, donc Weird Science en anglais, qui s'appelle Code Lisa en France, que vous avez eu. Weird Science, gonna make an answer to the pranks, qui du coup a connu plutôt du succès, est plutôt connu. Et j'ai l'impression qu'en France, c'est beaucoup plus connu, je pense, que le film de John Hughes, qui est quand même sympa, qui est très bas du front aussi, mais qui est quand même sympa. Et il y a eu une tentative d'adaptation de La Folle Journée de Ferris Bueller, en série aussi, sur les mêmes bases, c'est-à-dire en faire une espèce de sitcom, ce qui était déjà un peu le cas de Code Lisa, sur à peu près la même base. Et de la même manière, la série n'a pas été retenue. Elle a été cancel, celle de Ferris Bueller. Donc c'est assez amusant, ils suivent une trajectoire assez similaire. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'en France, il y a une série qu'on connaît beaucoup mieux que Ferris Bueller qui s'appelle Parker Lewis ne perd jamais. Pour ceux qui ont connu cette fantastique série des années 90 avec Kubiak, eh bien Parker Lewis ne perd jamais est en réalité une semi-adaptation déguisée de Ferris Bueller's Day Off. Voilà, c'est une semi-adaptation, c'est très inspiré de Ferris Bueller's Day Off, si bien qu'à la fin du premier épisode de Parker Lewis ne perd jamais, on se rend compte que l'épisode en question a été diffusé dans une salle de cinéma et que les personnes qui regardent cet épisode de Parker Lewis sont Cameron et Ferris de Ferris Bueller's Day Off. Voilà. Donc c'est assez marrant de voir que Kevin Smith aussi s'est goinfré, s'est cassé les dents en essayant de faire une adaptation à la télévision de sa série, ce qui de toute façon est une mauvaise idée puisque à la télé, à l'époque, tu pouvais absolument pas faire ce que tu voulais, que il y avait eu de toute façon Seinfeld qui avait pris un créneau suffisant, et Friends aussi, qui avait pris déjà un créneau comme ça, et que c'est pas du tout le même humour. Et que en fait, même Seinfeld qui parle de névrose beaucoup, qui est quand même c'est des personnages très torturés, ça va quand même pas aussi loin en termes de ce que ça peut montrer qu'un film comme Clerks. Donc déjà le truc il était cramé à la base, fallait pas le faire, et c'est sûr que ça aurait ressemblé à ça, quoi. Donc ça c'est vraiment très mauvais parce que en fait on dirait vraiment un délire à la Sauvé par le Gong, sauf que ça va se passer évidemment dans un truc de
de location de vidéos, avec des bornes d'arcade, machin, etc. Et avec des personnages qui visiblement ont des crises. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait lui? Afternoon strolls in the parking lot. Dante. Dante. Bagel hockey. Dante, no! Don't do that! Je veux voir pourquoi il fait ça. Well, I did it. Got the job interview. So you think I made a mistake? Oh, let me put it to you this way. Tu peux pas. Tu peux pas. C'est pas possible. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que tu peux pas, avec des réenregistrés, en fait, faire Clerks. C'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait un public dans Clerks parce que c'est vraiment le côté fait à la main entre des potes qui font leur truc à eux qui fonctionne, quoi. Si tu sors de ça, et même Clerks 2 et Clerks 3 ont encore cette sens, même si c'est des films mieux produits avec beaucoup plus d'argent, etc. Il y a quand même ce côté la débrouille, fait un peu à la maison, quoi. Entre nous, notre groupe de potes. Là, c'est visiblement une commande. Ces gens-là sont visiblement des acteurs qui ne connaissent ni d'Ève ni d'Adam le monde de la culture geek. Ils sont trop beaux. Mais c'est même pas, enfin, je veux dire, ils sont trop beaux. C'est pas que les geeks sont moches, c'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire, par rapport au personnage de Clerks, ils ont pris des jeunes premiers, à part peut-être lui, mais ils ont pris des jeunes premiers, donc du coup, c'est pas les mêmes demographics. Il y a plein de trucs, ça ne peut pas marcher, et les rires enregistrés, ça ne peut pas marcher. De toute façon, les rires enregistrés, c'est vraiment, ça appartient à une époque, et je suis un peu content en fait que ce soit fait fini. Même s'il y a des trucs très intéressants que je trouve avec des réenregistrés tels que Seinfeld. J'adore Seinfeld, je trouve que c'est une fantastique série. Les amis, il est 20h50, ça fait 2h30 qu'on stream. C'est exactement ce que j'avais prévu. J'avais prévu un petit stream de 2h30. C'était mon stream d'anniversaire, donc je vais aller profiter de mon anniversaire avec ma chère et tendre. Je vous embrasse très très fort, je vous aime de tout mon cœur. Pour tout vous dire, je pense que je vais faire un peu de Lego. Peut-être en regardant des trucs, de remettre un film qui tourne et faire des Lego avec ma meuf. Ça, c'est un truc qu'on aime bien faire. On aime bien genre faire des Lego Friends en regardant Friends. Ou des Lego Seinfeld en regardant Seinfeld. Ça peut être sympa. Voilà, mais je vous embrasse en tout cas très fort. Merci à tous d'être venus, merci d'avoir été si généreux. J'imagine parce que c'est mon anniversaire, mais quand bien même, ça me touche grave. Vous êtes trop mignons, c'est adorable. Merci à toi, Ours des Sables aussi, pour ton 4e mois de sub, tu déchires. Je vous embrasse très fort, on va se retrouver. Alors demain, je suis pas là, je profite de mon anniv aussi. Après-demain, peut-être le soir, jeudi, parce que je rentre dans l'après-midi, donc si je suis pas fatigué, je vous ferai un petit stream, peut-être sur Tony Hawk 1+2, peut-être cette fois-ci, ça sera consacré à Jackass et on discutera de Jackass pour rester sur cette thématique années 90. Peut-être que je ferai Massacre à la tronçonneuse sur Atari 2600 et on parlera de Massacre à la tronçonneuse tous ensemble, de ce chef-d'œuvre de Toby Hooper qui est devenu un jeu vidéo hyper chelou sur Atari 2600. Peut-être qu'on continuera donc du coup les Dessorques, c'est ça que j'entends. Voilà, il se passera peut-être plein de trucs très intéressants. Ça va être super cool. On me dit bon gâteau, ça fait plaisir. Alors, souvenez-vous, Eric Bro, big up à toi Eric, tu déchires, c'est très bon ce que tu fais. Je vous embrasse très très fort. Je vais juste remercier les dernières personnes qui ont sub, à savoir donc Quentin de Babylone, je t'ai dit merci. Sephiroth91, merci à toi. Ours des Sables, je t'ai dit merci aussi. Et El Roumi, merci infiniment à toi El Roumi pour les subs que tu viens d'offrir à Sans Presse, à Bill Bourrin, à Incognito Mada, à Crimson Blade et à Etty Doubled. Voilà, merci à vous tous, vous êtes trop mignons, vous avez été extrêmement généreux. Je vais juste voir si je peux, non pas avec ça, si je peux raid, mais non en fait non je peux pas, c'est relou parce que j'ai pas mon mot de passe. C'est pas grave, je vous aime très fort, on se quitte comme ça de façon un peu abrupte, mais sachez que je vous adore. Je vais vous remettre juste pour que vous puissiez partir un petit peu de Afroman, Because I Got High, évidemment chef-d'œuvre, mais cette fois je vous laisse l'écouter. À tout bisous, ça ne veut rien dire mais vous avez compris l'intention. À tout bientôt, à jeudi très probablement, en tout cas si je suis pas là jeudi, je suis là dans pas longtemps. Vendredi on fera un peu de Ghostbusters aussi avec les copains. Je vous embrasse très fort, à toutes, ciao ciao.